Avant toute chose, je voulais vous dire que désormais, la saison 2 de On te la raconte version télé est disponible sur Canal+ et sur MyCanal. Je vous le dis, ça vaut le détour. On te la raconte. Christophe Ondelat. Voici l'histoire d'un psychopathe pur sucre. Le psychopathe étant, je vous le rappelle, celui qui tue sans aucune empathie pour sa victime, zéro, et qui n'a aucun remords après. L'histoire se déroule en 2014 en Belgique, et donc je la débrieferai avec un avocat belge, maître Frédéric Gavrois, avocat de la partie civile dans ce dossier, une interview que vous écouterez dans un podcast séparé. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Mathieu Fred. Europe 1, Christophe Ondelat. C'est une terrible histoire belge, mais presque française, et aussi presque luxembourgeoise, puisqu'elle se déroule à Arlon, en Wallonie, c'est-à-dire à quelques kilomètres de la France et du Luxembourg. Ça se passe un matin de novembre 2014, un vendredi. Il est 7h30. Béatrice, qui a 14 ans et qui vit chez sa maman, prend le chemin du collège. Elle en a pour un petit quart d'heure de marche. Mais elle n'arrive jamais au collège. Et de toute la journée, personne n'a l'idée d'appeler la mère pour lui dire « Votre fille est pas là, hein. Qu'est-ce qui se passe? Elle est malade ?» Personne. Et donc ça n'est que le soir que la mère commence à s'inquiéter de ne pas la voir rentrer à la maison. 5 heures, 5h30, 6 heures. Béatrice n'est toujours pas là. Alors la mère finit par appeler les parents des copines de sa fille. « Dis, viens là. Dis ma chérie, tu sais où est... Béatrice? Non? Non, madame, elle ne le sait pas. Je suis désolé. » Et donc, dans la foulée, la mère appelle la police. Les policiers qui, naturellement, commencent par évoquer l'hypothèse d'une fugue. Mais elle finit par les convaincre que ça ne tient pas, que ça n'est pas possible, que ça n'est pas son genre. Et ils finissent par l'admettre. Le soir même, les flics de la cellule des personnes disparues de Bruxelles débarquent à Arlon. Bien, messieurs, nous allons commencer par explorer le chemin que la jeune Béatrice a emprunté pour se rendre à son école. Je vous demande d'être très attentifs aux moindres détails. Mais ça ne donne rien. Alors le lendemain, on fait venir un hélicoptère. Mais ça ne donne rien non plus. Alors dans la foulée, plus de 100 policiers débarquent pour une grande battue qui ne fait pas avancer l'enquête d'1 millimètre. On interroge ses copains, ses copines. Tu as une idée de où elle pourrait être? Quelqu'un qu'elle fréquentait peut-être? Quelqu'un qu'on connaît pas? Ben non. Je vois pas. Et le week-end s'écoule et on n'a pas retrouvé Béatrice. Au passage, il est temps que je vous donne son nom de famille, Berlaimont. Béatrice Berlaimont. À la fin du week-end, une réalité s'impose. C'est un kidnapping. On a enlevé Béatrice. Voyons ce que dit son téléphone portable. Bah écoute, il est resté actif une bonne partie de la journée. Et pendant tout ce temps, il a accroché des antennes relais d'Arlon. Uniquement d'Arlon. Ça dure comme ça jusqu'à 16h27, précisément. Et là, il disparaît des écrans. Quelqu'un l'a coupé. Et on l'a pas rallumé depuis. En fouillant la chambre de la petite chez sa mère, les policiers tombent sur son journal intime. Intéressant. Ils apprennent en le lisant que Béatrice a récemment été confiée à la garde exclusive de sa mère, mais qu'elle voulait absolument revoir son père. Ok, j'entrevois ce qui vous traverse la cervelle. Le père. Est-ce que ça n'est pas le père qui a enlevé Béatrice? Vous allez trop vite. D'autant que le père, il est là, il participe aux recherches, il est très présent. Et du coup, je préfère vous le dire tout de suite. Le père n'est pour rien dans cette histoire. Pour rien. Sortez-vous ça de la tête.
jours passent jusqu'à ce que pointe une terrible question. Est-ce qu'elle est encore vivante ou est-ce qu'elle est morte? Pour l'instant, les parents s'accrochent à l'idée qu'elle est en vie, qu'on l'a enlevée, qu'elle est prisonnière quelque part, mais vivante. La région a été fouillée de fond en comble jusqu'à la frontière. Des hommes, des chiens, des hélicos ont balayé la zone méthodiquement. Ils n'ont pas trouvé son corps. Donc il y a de l'espoir. Et je vous le dis, ça vous le découvrirez à la fin de l'histoire. À ce stade, elle est vivante, Béatrice. Elle est vivante et enfermée quelque part. En attendant, la famille colle des affiches avec sa photo un peu partout. Et ils attendent. Ils attendent. Et en attendant, 6 jours après la disparition de Béatrice, une marche blanche est organisée. 750 personnes qui défilent jusqu'au palais de justice. Dix jours après la disparition de l'adolescente, le 1er décembre... Allô? Voilà, je suis exploitant forestier et dans un de mes bois, le bois de Cesliche où j'ai des sapins de Noël, je viens de tomber sur un tas de tissu et dessus il y a un pied qui dépasse. Alors j'ai voulu vous appeler tout de suite mais ça passait pas donc il a fallu que je me déplace pour vous appeler. D'accord monsieur, vous pouvez venir à la gendarmerie le plus vite possible pour nous conduire à l'endroit où vous avez fait la découverte. D'accord, j'arrive. Il vient les chercher. Il les amène sur place. Les gendarmes se penchent sur le cadavre et il les entend dire. Bon c'est elle, hein? Béatrice est morte, étranglée. Elle a une cordelette autour du cou. Et il est probable qu'elle n'est pas morte là où on l'a trouvée. Le bois de Cesliche est à 2 pas de chez ses parents. Il est sur le chemin de l'école. Il a été fouillé de fond en comble ces derniers jours. Les battus n'ont pas pu passer à côté. Impossible. Donc, hypothèse sérieuse, le cadavre a été mis là après les recherches. Et donc récemment. Reste à savoir par qui. Le cadavre qui, je le précise, a des poignets entravés. Ce qui indique qu'avant d'être tuée, la petite a sans doute été séquestrée. Combien de temps? Depuis quand est-elle morte? Voyons ce qu'en dit le légiste. Le corps ayant été déplacé et possiblement entreposé dans des contextes de température, d'humidité différents, malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous donner la date précise de son décès. Elle a très bien pu être tuée la veille de la découverte de son corps ou une semaine avant. Entendu. Les causes de la mort, docteur? Asphyxie par compression au niveau du cou. Et là, on a 2 hypothèses. Soit elle a été étranglée au moyen de la cordelette retrouvée autour de son cou, ou possiblement pendue au moyen de la même cordelette. Ok. Elle a été violée? Oui. Au moins une fois. Peut-être plus. Il est là le moteur du crime. Béatrice a été enlevée par un homme qui voulait la violer et qui ensuite l'a tuée. Les obsèques de Béatrice Berlaymont ont lieu le 6 décembre à Arlon, 2 semaines après son enlèvement. Plus de 1000 personnes y assistent. Une partie dans l'église Saint-Martin et beaucoup dehors. Le maire d'Arlon est là. Et tous les copains et les copines de sa classe. Ce que ne savent pas ceux qui assistent à cette messe d'enterrement, c'est que depuis 2 jours, un nouveau dossier est sur le bureau des policiers. Est-il lié au viol et au meurtre de Béatrice? C'est pas sûr. Mais ça n'est pas impossible non plus, car ça se passe aussi dans la région d'Arlon. Elle s'appelle Sauvane, elle a 21 ans, elle est aide-soignante. Et en fin d'après-midi, elle a fini sa journée, elle rentre chez elle. Allô? Allô, Sauvane? C'est maman. Ah, maman, attends 2 secondes, je suis en voiture. Je me gare. Et elle s'arrête sur le bord de la route.
Et elle parle avec sa maman, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et soudain, un homme ouvre la portière arrière. Il a un couteau à la main et il le lui colle sous la gorge. Tu bouges pas. Tu tournes pas la tête, tu me regardes pas. Tu vas faire ce que je te dis ou je te plante. T'entends? T'entends? Me regarde pas, je t'ai dit. Et là, il lui colle la pointe de son couteau dans le dos et il la déshabille. Et il la viole. Et Sauvan se dit, après il va me tuer. Il va me tuer. Peut-être, mais pas tout de suite. Il va la garder encore un peu. Alors il la couche sur la banquette arrière et il l'attache aux pieds et aux mains avec les ceintures de sécurité. Et maintenant tu bouges pas. T'entends? Tu bouges pas. Elle est où ta carte de crédit? Ok. Donne-la moi. C'est quoi le code? Elle lui donne le code et il s'en va. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Alors elle se met à hurler « Au secours, au secours !» Et là, elle soulève la tête. Il est toujours là, tout près de la voiture. « Je suis pas parti, t'as vu? Alors tu vas te calmer et tu vas arrêter de crier. Déconne pas. Hein. Je reste dans le coin. Je te surveille. » Sauf que s'il a demandé le code de sa carte de crédit, c'est qu'il veut aller retirer de l'argent. Alors au bout de 10 minutes, il se barre. Et elle se dit, il va revenir, il va revenir, il va me tuer. Et elle veut vivre, elle veut sortir de ce cauchemar. Alors avec un instinct de survie phénoménal, elle rassemble toutes ses forces et elle se met à tirer sur les ceintures. Et à un moment, elle arrive à en défaire une avec ses dents, ce qui lui permet de défaire la deuxième. Elle ouvre la portière. Elle est nue, ou presque. Il lui manque une chaussure, mais peu importe. Elle se met à courir à travers champs. Elle escalade des barbelés, puis elle arrive au bord de la route. Et elle se met à faire des signes. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, à moitié nue dans la lumière des phares, jusqu'à ce qu'un jeune couple s'arrête et la conduise à l'hôpital. Quand elle se retrouve face au policier, Sauvan est complètement désorientée. Elle tremble de tout son corps. Et elle se met à raconter le couteau, le viol, le moment où il l'a attachée dans la voiture. Et c'est elle qui fait le lien avec ce qui est arrivé 2 semaines plus tôt à la petite Béatrice. Oh, moi je suis sûr que c'est le même. Hein. Il peut pas y en avoir 2 comme ça dans la même région. Je suis sûr qu'il y a un lien. Rassurez-vous, Sauvan, dans leur tête, les policiers y pensent aussi. Sauvan a été violée. Et donc on procède sur elle à un prélèvement de sperme, ce qui permet d'avoir l'ADN du violeur. Cet ADN, on le rentre dans le fichier et on a un nom. Bon, Jérémy Pierson, le type a 24 ans. Il est d'Arlon, figure-toi, et si on en croit son adresse, j'ai l'impression qu'il habite juste en face du commissariat. Alors il a un petit casier judiciaire, regarde, 2001, alors qu'il a 12 ans. Hein. Il est condamné par le tribunal de jeunesse pour vol avec effraction, escalade et usage de fausses clés. Et puis là, regarde, plus intéressant, 2010, il est condamné pour attentat à la pudeur, à l'occasion d'un cambriolage. L'ADN ne peut pas mentir. Ce Jérémy Pierson est le violeur de Sauvan. Mais pas que. Le profil ADN du violeur de Béatrice entre à son tour dans le fichier. C'est le même. C'est aussi lui qui l'a violée et étranglée. Le type a frappé à 2 semaines d'intervalle. Enfin, comment ne pas imaginer qu'il y ait d'autres victimes? Comment ne pas imaginer qu'on est face à un violeur en série? Et peut-être même un tueur en série. Il n'a pas à tuer Sauvan, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il lui aurait fait après? Si après son passage par le distributeur de billets, il l'avait retrouvée vivante, attachée dans la voiture. Jérémy Pierson est arrêté chez lui à 2 pas du commissariat.
chez lui, où il vit avec une concubine et un enfant. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il est le violeur de Sauvane, et qu'il est le violeur et le tueur de Béatrice. Mais lui, il chic, comme on dit. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? J'ai jamais vu faire un truc pareil, moi, c'est n'importe quoi. En plus, j'ai suivi l'affaire de la petite Béatrice, c'est terrible ce qui lui arrivait. Enfin, renseignez-vous, quoi, j'ai pas du tout le profil d'un mec pareil. Je vis avec une femme, j'ai un gamin, ça colle pas. Et ça dure comme ça dans le déni complet. Mais enfin, on a trouvé ton ADN sur leur corps à toutes les deux. Ton ADN, t'entends? Il y a zéro doute. Je sais pas comment c'est possible. Et il en reste là jusqu'à la fin de sa garde à vue. Ce qui ne l'empêche pas d'être inculpé et envoyé derrière les verrous, bien sûr. Il faut 4 mois à Jérémy Pierson pour réaliser qu'il ne peut plus nier l'évidence. 4 mois pour finir par lâcher. La petite, là, c'est moi. Vous voulez dire Béatrice Berlaymont? Ouais, c'est ça, là. La personne, là. La personne. Il semble ne pas vouloir l'appeler par son prénom. Mais, il veut bien raconter ce qui s'est passé. Il était 7h30, je crois. J'étais assis sur un banc sur le bord du chemin. J'avais consommé pas mal de cocaïne, aussi de la MDMA, puis j'avais fumé de la beuh. Et donc j'étais assis là, sur le banc, en train de regarder des vidéos sur mon portable. Et là, la personne est arrivée. Et elle s'est approchée de moi, elle m'a dit « Qu'est-ce que vous regardez, tout ça ?» Et je lui ai dit que pour lui montrer, il fallait que je recharge mon portable. Et que j'aille à la voiture. Et donc après, on est arrivé à ma voiture. La personne, elle est montée. Je l'ai pas forcé. Et je lui ai montré les vidéos, comme j'avais promis. Et après, j'ai démarré la voiture, et je suis allé la garer dans un bois. Tout à côté de Udange. Et là, j'ai eu une relation avec la personne. Une relation? Non, monsieur Pierson, c'est un viol. C'est un viol. La suite est hallucinante. Le calvaire de Béatrice a duré 8 jours. 8 jours. Après avoir violé Béatrice, il l'a attachée à l'arrière de sa voiture et il est allé faire des courses à Arlon. Dans un premier magasin, il a acheté du ruban adhésif et dans le second, une cordelette. Ce qui laisse penser qu'à ce moment-là, il sait qu'à la fin, il va la tuer. Mais pas tout de suite. Le lendemain, la personne, je l'ai amenée sur un chantier où je savais qu'il y avait un container. Et je l'ai enfermé dedans au moins 2 jours, je crois, oui. Attaché à une chaise. Puis il y a eu des nuits aussi où je l'ai mis et je l'ai enfermé dans le coffre de ma voiture, où je suis allé le garer dans le centre d'Arlon et moi je suis rentré chez moi, quoi. Chez lui, où il est allé retrouver Bobonne et son fiston, Pépère, pendant que la petite Béatrice était prisonnière dans son coffre. Et ça n'est toujours pas fini. Quand je me suis aperçu qu'il commençait à y avoir beaucoup de police dans le coin pour la chercher, j'ai décidé de passer la frontière. Et donc je suis allé côté français. Où ça? À Londres-la-Malmaison. C'est près de Longwy. Ça se passe quand, ça? Quoi? Que je passe côté français? Oui. Je dirais 5 jours. 5 jours après que je l'ai enlevé. Et donc je continue. À un moment côté français, donc je prends un chemin où il y a de la boue. Et puis je m'embourre. Et là, si je veux sortir la voiture, faut que je demande de l'aide. Et je peux pas le faire avec la petite à l'arrière. Vous comprenez ça? Et donc il raconte qu'il l'a d'abord attachée à un arbre, dans une forêt tout à côté, et qu'il l'a laissée toute seule, le temps de trouver un agriculteur qui l'a sorti de l'ornière. Mais après, c'est sa batterie qui a lâché. Et là, j'ai vu qu'il y avait une cabane de chasse tout à côté. Vous savez, une cabane en hauteur comme ça, comme un mirador. Je l'ai mise là,
attaché. Et je l'ai laissée là-haut. Je me suis dit, elle pourra crier tout ce qu'elle veut. Là où elle est, personne ne l'entendra. Imaginez la petite Béatrice, perchée dans la cabane, pieds et poings liés, en plein hiver, dans ce coin battu par les vents. L'enfer. L'enfer. Et le lendemain, il la sort. Et il a, c'est comme ça qu'il dit, une seconde relation avec elle. Et puis il la remet dans la cabane perchée, et lui va tranquille passer la nuit à la maison avec Bobonne. Et le lendemain, quand je suis arrivé à la cabane de chasse, elle était morte. Morte de froid, je pense. Là, je me suis dit, merde, faudrait quand même que ses parents la retrouvent, quoi. Alors je suis allé la mettre dans un bois qui est pas loin de chez eux. Voilà, quoi. Il faut les avaler, des aveux pareils, même quand on est un flic averti, même quand on est habitué à la part sombre des êtres humains. Il faut les avaler. Selon Jérémy Pierson, Béatrice serait donc morte de froid. Façon de dire, c'est pas moi qui l'ai tuée, c'est le froid. Sauf que vous vous souvenez que quand on l'a retrouvée, le cadavre de Béatrice présentait une cordelette autour du cou. Et ça nous amène à une autre hypothèse, beaucoup plus cruelle, monstrueuse même. Quand il attache Béatrice dans la cabane, il lui passe la cordelette autour du cou. Et cette cordelette, il l'accroche juste au-dessus, à une poignée qu'on a retrouvée. Et le temps passe, le vent en souffle, le froid la dévore. Et à un moment, elle perd connaissance. Et ce faisant, elle se pend à la cordelette. Ce n'est pas le froid qui l'a tué, monsieur Pierson. C'est probablement la cordelette que vous lui avez à dessein passée autour du cou. À moins, dernière hypothèse, qu'il ne l'ait étranglée lui-même. Ben non, jamais de ma vie, enfin. J'ai jamais voulu qu'elle meure, la petite. La cordelette que je lui ai mise, elle était longue. Elle aurait pu se coucher sans problème, sans être étranglée. Alors, il faut que je vous parle de ce garçon. Un psychopathe de première bout. Un psychopathe, vous le savez, je vous le répète tout le temps, ça ne se fabrique pas tout seul. En général, ça vient de l'enfance. L'enfance, encore et toujours. Un divorce, un père qui disparaît pour toujours, une mère qui change de compagnon et de pays comme de chemise, Belgique, France, Espagne et à nouveau Belgique. Pas le temps de se faire des copains, il faut déjà partir. La dégringolade commence dès l'école primaire. Je me souviens qu'une fois, il a mordu des garçons dans la cour. Alors on le change d'école. À un moment, la mère le colle dans un internat. Mais il se fait virer. Écoutez bien, Jérémy Pierson n'a pas terminé son cycle primaire. Il a quitté l'école définitivement à 10 ans. Et après la dégringolade, premier pétard de cannabis à 11 ans et premier vol dans la foulée. Premier séjour en prison à l'âge de 18 ans pour dégradation de voiture. Et après, un tourbillon criminel. Entre ses 18 et ses 21 ans, il est condamné 10 fois par la justice. Pour coups et blessures, pour vol, pour dégradation, pour vol à main armée et pour pédopornographie et attentat à la pudeur. Signe que déjà dans sa tête, ça va de travers du côté du sexe. Alors il dira qu'il a été violé, enfant, par quelqu'un de sa famille et le curé d'Arlon. Vrai, pas vrai, on n'arrivera jamais à le savoir. Entre-temps, bien sûr, il a gravi les échelons de la drogue. En plus du cannabis, 10 pétards par jour minimum. Il a découvert la cocaïne, la kétamine et la MDMA. Il avait consommé tout ça le matin du crime. C'est vous dire dans quel état il était. Le procès de Jérémy Pierson a lieu 3 ans après les faits à Arlon.
il se présente dans le box en costume noir, acheté de sa poche par son avocat parce que sinon, il n'avait qu'un jogging à mettre. À part ça, il dit qu'il ne se souvient de rien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur Pierson, sur l'attitude de la jeune Béatrice Berlaymont pendant les 8 jours durant lesquels vous l'avez détenue prisonnière? Oh bah, on a beaucoup parlé, tous les deux. Et je peux vous dire une chose, elle a jamais pleuré, elle a jamais protesté. Et quand elle me disait « je veux manger ça ou ça », bah, moi j'allais lui acheter. Façon de dire qu'elle était consentante. Autant vous dire que quand elle est appelée à la barre, Sauvan, qui l'a violée mais qui s'est évadé avant que sans doute il ne la tue, n'est pas du tout d'accord. Il a été violent. Il a été violent physiquement, violent verbalement, pendant tout le temps où il m'a eu sous sa coupe. Le témoignage des experts psychiatres, évidemment, est un moment clé. Nous avons là affaire à une personnalité que je qualifierais de psychopathologique, qui présente en conséquence une dangerosité très importante pour la société. Et j'ajoute que, vu les caractéristiques de sa personnalité, une thérapie au cours de sa détention serait illusoire. Il est strictement impossible de le soigner. À l'issue, sans surprise, Jérémy Pierson est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une subtilité supplémentaire qui n'existe qu'en Belgique et au Luxembourg. Au bout de sa peine, sachant que perpète égale 30 ans, les jurés autorisent par avance le tribunal d'application des peines de le maintenir en prison 15 ans de plus. Parce qu'il n'est pas soignable, parce qu'il est entré psychopathe en prison et qu'il en sortira psychopathe. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire d'un psychopathe nommé Jérémy Pierson, qui en 2014 à Arlon, en Belgique, viole et tue une adolescente de 14 ans, Béatrice Berlaymont, et enchaîne quelques jours plus tard en violant une jeune femme de 21 ans prénommée Sauvan, laquelle parvient à s'échapper. Jérémy Pierson a été condamné pour tout cela à perpétuité, et je suis avec maître Frédéric Gavrois, avocat à Arlon. Vous étiez maître Gavrois, l'avocat de la partie civile dans ce dossier, en charge de défendre les intérêts du père de Béatrice. Je voudrais commencer par une question. On a affaire à un psychopathe qui passe 2 fois à l'action en quelques jours. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'ait pas sévi avant, d'autres fois, au minimum des viols, peut-être des meurtres? Oui, c'est une question évidemment qu'on peut clairement se poser. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Jérémy Pierson avait déjà une condamnation pour un attentat à la pudeur, qui est évidemment une infraction à caractère sexuel, mais qui ne s'accompagnait pas d'un viol. Donc il y a eu vraiment un basculement, si vous voulez, dans sa résolution criminelle. Jusque-là, c'était essentiellement des larcins, des vols. Et puis tout d'un coup, effectivement, il y a ce basculement et le fait qu'il va alors s'attaquer à des jeunes filles et puis à des femmes, comme vous l'avez rappelé dans votre récit. Et tout porte à croire que s'il n'avait pas été arrêté, on avait en effet affaire à quelqu'un qui allait commettre des viols, voire des meurtres en série. Donc il est arrêté au fond, au max de ce qu'on peut faire. Il est arrêté juste après ses 2 premiers passages à l'acte. Absolument. Je crois quand même qu'il y a une jeune femme qui le reconnaît au moment de son arrestation, qui vient dire « moi aussi m'a violé ». Oui, il y a aussi effectivement d'autres victimes, et notamment il avait agressé une jeune étudiante dans un parc à Luxembourgville où il se promenait. On sait aussi qu'après l'assassinat de Béatrice, il y a l'épisode de Sauvan Watley, mais il y a eu aussi d'autres agressions par la suite, et donc il était vraiment temps qu'on le mette hors d'état de nuire. Est-ce que l'affaire du trou, qui a eu lieu presque 20 ans auparavant, a pesé sur cette histoire? C'est-à-dire que c'est vrai que quand on écoute cette histoire, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle. En effet, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Maintenant, les faits sont un peu différents. Moi, je n'ai pas eu accès au dossier du trou. Je ne suis pas vraiment légitime pour en parler, mais on ne peut pas s'empêcher, évidemment, de faire quelques parallèles. Ce que je peux vous dire, je peux vous faire une confidence, c'est que
plusieurs mois après le procès, j'ai eu l'occasion de rencontrer un des responsables de l'enquête, de l'instruction, qui avait eu aussi, parce qu'il a une très longue carrière de plus de 30 ans, eu à connaître du dossier du trou. Et il m'a dit, vous savez, en 30 ans de carrière, j'ai rencontré beaucoup de criminels. On qualifie parfois un peu abusivement certains de psychopathes, mais des réels psychopathes, ceux, comme vous l'avez rappelé, pour lesquels il n'y a rien à faire, il n'y en a finalement pas tant que ça, et heureusement. Et il m'a dit, les deux seuls grands psychopathes que j'ai rencontrés dans ma carrière, c'est Dutroux et Pierson. C'était le même regard, c'était la même attitude. Et donc ce parallèle, bien sûr, on peut le faire. Vous, Pierson, vous le voyez pour la première fois lors de la reconstitution et ensuite, bien sûr, au procès qui a quand même duré 3 semaines. Ça, je ne l'ai pas dit. Comment est-ce qu'il se comporte ? C'est quelqu'un de fouillant. C'est-à-dire qu'à la reconstitution, nous étions, je m'en souviens bien, tous atterrés par ce qu'on comprenait, par ce qu'on découvrait. Il faut savoir que cet endroit où a eu la reconstitution, c'est l'endroit où Béatrice a perdu la vie, c'est ce mirador de chasse qui se trouve sur un terrain extrêmement dégagé et puis qui au loin est entouré de bois. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de village à des kilomètres à la ronde. C'est un endroit qui est battu par les vents. La reconstitution a eu lieu en mai, mais même à ce moment-là, il faisait froid et on a essayé d'imaginer évidemment ce que pouvaient être les conditions que plusieurs témoins ont qualifiées d'exécrables d'ailleurs au mois de novembre quand Béatrice y a été séquestrée. Et, donc il est froid. Très froid. Il est froid, cet endroit, il est déjà froid d'habitude, mais au mois de novembre, quand c'est battu par les vents, par la pluie, il est très froid. On ne peut rien faire, on peut crier tant qu'on veut, c'est impossible d'être entendu. Les seuls êtres vivants qui passent là, ce sont les sangliers, ce sont les renards qui rôdent autour et que peut-être Béatrice a entendu, on ne le sait pas. Donc lui, il est froid comme le décor, quoi. Oui, absolument. Pendant cette reconstitution. Il reconstitue des gestes en collaborant très mollement finalement, mais il le fait avec un détachement, avec une froideur qui nous glace encore plus que la météo. Et je me souviendrai toujours de ce que, alors que nous étions vraiment tous émus, atterrés par ce qu'on voyait, la question que Pierson a posée à un moment donné, c'était de savoir quand on allait déjeuner. Et si on n'allait pas se mettre un peu à l'abri parce que lui avait un peu froid. Ça, c'est caractéristique des psychopathes, c'est-à-dire absolument. Un manque d'empathie et pas de regret. Un manque total d'empathie, et ça, les experts ont été formels. On a rarement des termes aussi forts dans les rapports d'expertise où on vous dit que effectivement, il n'a strictement aucune émotion, qu'il est lors des examens, et c'est pas un idiot, hein, donc il faut bien comprendre ça. Les examens disent que, bien sûr, il n'est pas agrégé de grammaire, on est bien d'accord, sa scolarité a été très limitée, mais c'est pas quelqu'un qui est idiot, il sait parfaitement distinguer le bien du mal, il a cette capacité de discernement, mais sur le plan psychologique, il est tout le temps dans une attitude qui est celle de l'absence de responsabilisation et celle de la justification aussi. Quand on lui demande, mais enfin, diable, pourquoi est-ce qu'il a passé la corde autour du cou de Béatrice en l'attachant à cette poignée, ce qui a fait qu'elle s'est pendue finalement, à condition d'admettre qu'il n'a pas lui-même étranglé. Il nous dit, mais j'avais plus assez de corde, il y a toujours une explication, sauf qu'on va retrouver 7 mètres de corde libre dans sa voiture, donc voilà. Il y a toujours une explication, c'est jamais assumé, et en même temps c'est fuir. Les réponses aux questions qu'ils donnent aux experts sont laconiques. Ce sera exactement la même chose lors de l'entame du procès, où la présidente aura toutes les difficultés du monde à arracher des réponses. Vous avez rappelé dans votre récit qu'il a fallu des mois avant qu'il ne reconnaisse, 4 mois avant qu'il ne reconnaisse quelque chose. Et alors, non seulement, ça c'est aussi un trait de perversité, non seulement il va mentir en disant que c'est pas lui, qui n'a rien à voir avec ça, mais il va plus loin. Et il va manipuler les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit aux enquêteurs, vous savez, moi j'ai rien à voir avec ça, mais si je savais quelque chose, mais rassurez-vous, je vous le dirai bien sûr. Je vous aiderai parce que ce qui se passe là c'est horrible. J'en ai parlé à ma femme, on n'est plus sûr Arlon, on n'est même plus tranquille ici. Regardons ce qu'on a fait une gamine de 14 ans. C'est lui qui dit ça aux enquêteurs avant finalement de consentir à donner quelques éléments. On aura finalement très peu de réponses sur ces 8 jours.
assez long, n'est-ce pas, Oui. de calvaire qu'a subi Béatrice. On aura des éléments qui seront révélés par l'enquête, on aura des éléments qui sont révélés par les expertises et notamment par l'autopsie, mais on aura peu de collaboration de Pierson. Et ce qui va notamment permettre de jeter un regard, d'essayer en tout cas de comprendre le calvaire de Béatrice, c'est l'épisode de Sauvan-Watley. Parce qu'il réitère son processus très rapidement après avoir déposé le corps de Béatrice. Et elle raconte. Elle raconte, oui. C'est sa sœur de cœur, et donc on a là effectivement une victime vivante qui va pouvoir nous dire comment il se comporte avec ses victimes, qui va pouvoir nous expliquer la manière dont il l'entrave, la manière dont il passe ce scotch autour des bras, etc., etc. Et donc tout le modus operandi, comme disaient les policiers, donc tout le processus, eh bien on peut aussi le comprendre grâce au témoignage de Sauvan-Watley. Sauvan a heureusement pu s'en sortir, ça n'a duré que quelques heures pour elle qui ont été une éternité. On imagine ce que ça a pu être pour cette gamine de 14 ans qui est restée 8 nuits et 9 jours entre les griffes de Pierson. Donc, il est diagnostiqué psychopathe. J'espère qu'on sera d'accord pour dire qu'on ne naît pas psychopathe, mais qu'on Bien le sûr. devient. C'est une fabrication sociale. Est-ce qu'en 3 semaines de procès, vous avez compris comment s'est fabriqué cet homme ? Oui, on ne s'est pas longuement attardé là-dessus, mais on a essayé de comprendre tout de même. Et c'est vrai que c'est pas une maladie psychiatrique, si vous voulez. Hein, c'est une maladie sociale. Voilà, c'est effectivement quelque chose qui se construit, comme vous le dites très bien, au départ d'expériences de vie, au départ de frustrations, bien souvent. Mais des frustrations, nous en connaissons tous lorsque nous sommes enfants. Certains parviennent à les dépasser, à vivre avec, d'autres beaucoup moins. Et malheureusement, dans son cas, ça a généré une psychopathie, mais une psychopathie absolument hallucinante. Il dit qu'il a été lui-même victime de viol de la part de quelqu'un de sa famille et du curé d'Arlon. On y croit, on n'y croit pas ? Je n'y crois pas, mais je n'en sais rien. Il y a strictement aucun élément, et on ne peut de toute façon jamais croire Pierson, parce qu'il a démontré tout au long de l'enquête et du procès qu'il avait menti, qu'il avait manipulé. Il a été pris en flagrant délit de mensonge à plusieurs reprises. Il nous a dit tous les soins, je mets des guillemets à ça évidemment, qu'il avait procuré à Béatrice, ce qui est tout à fait faux. Évidemment, la seule chose qui est sûre, c'est qu'il a réussi en 8 jours à la séquestrer, à la violer, à la sodomiser, à la torturer, puisque la prévention, je rappelle quand même, de torture, et c'est pas fréquent, a été reconnue par la cour d'assises, et puis finalement l'assassiner. Alors, sur les circonstances de la mort de Béatrice, donc l'idée, c'est qu'au bout de son épuisement, elle aurait perdu connaissance et se serait pendue avec cette cordelette qu'il lui avait mise autour du cou, mais il y a quand même une hypothèse dans laquelle c'est lui qui tire sur la cordelette et qui l'étrangle. Oui, parce que les légistes ont pu déterminer qu'une blessure était périmorterne, comme il le dit, c'est-à-dire elle était pratiquement contemporaine de la mort de Béatrice. Et donc il n'est pas exclu, on n'en a pas la preuve formelle, mais il n'est pas exclu qu'il ait été présent au moment même du décès. Alors, est-ce qu'il a porté le geste fatal ? On ne le sait pas, il le nie. Mais c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, ce qui ne change rien sur le plan juridique, c'est qu'il l'a abandonné évidemment à son sort. Après, on l'a dit, 9 jours de séquestration, on imagine dans quel état psychologique elle pouvait être, loin des siens, qu'elle n'a jamais pu appeler. Faut savoir que pendant les premières battues, les recherches qui étaient fort nombreuses dans la région, on est passé à côté de l'endroit où se trouvait Béatrice, à quelques mètres de là. Ce qui était aussi terrible d'apprendre, évidemment, pour les parents, on l'imagine. Elle était dans un conteneur, on est passé à côté, elle était dans le coffre de la voiture, en plein centre-ville. Il logeait, lui, il habitait en face du commissariat, enfin, c'est assez hallucinant. Et donc, elle était dans un état psychologique absolument dévasté, dans un état physique aussi très, très compliqué, parce que, je l'ai dit, les conditions météo étaient terribles, on ne sait pas de quoi elle s'est nourrie. Lui, il a toujours réussi à se nourrir, même quand il était en... Il rentrait à la maison. Il rentrait à la maison, mais il était aussi chez une dame qui ne savait évidemment pas à qui il avait affaire et qui a été prise d'effroi quand elle l'a appris par la suite, mais qui lui a servi un repas chaud. Le temps que Béatrice était attachée à un arbre dans le bois. Bon, donc elle était forcément extrêmement diminuée.
Elle a été violée, elle a 14 ans, et donc, à plusieurs reprises, et il n'est pas impossible, ça c'est l'autre hypothèse évidemment, que épuisée, elle se soit laissée aller, et la corde était placée de manière telle autour de son cou, avec un nœud coulant et une corde attachée à la poignée. Béatrice n'avait pas besoin de cette corde. Elle n'aurait pas pu s'échapper. Elle était totalement entravée. Et pour la première fois, il va lui lier les mains dans le dos. Ce qui fait qu'elle ne sait absolument pas se mouvoir. Ce Mirador, il faut bien comprendre qu'il est perché. Il est à plusieurs mètres de hauteur. Si elle tombe, on l'a vu à la reconstitution, elle se fracasse à terre. Et la porte, en plus, c'est un détail mais c'est important, la porte ne s'ouvre que par l'intérieur. Donc il faut tirer sur la porte. Or, elle est attachée à la poignée. poignée. Tout petit et elle ne sait pas le tirer vers elle. Elle n'a aucun moyen de le faire. Donc elle est complètement entravée. Et à un moment donné, l'épuisement, le froid a certainement fait en sorte qu'elle a pu se laisser aller. Et se laisser aller, c'est se pendre dans ces conditions. Ce qu'il savait très bien, parce que il a, en plus de toutes les entraves qui suffisaient grandement à séquestrer Béatrice, il a placé cette corde autour du cou et il a attaché cette corde de manière à ce qu'elle puisse se pendre. Il est condamné pour assassinat. Oui. Ça consacre donc le fait qu'il a prémédité et le viol et le meurtre. Bien sûr, parce que ici, on n'a pas un meurtre qui intervient sur un coup de tête dans le cadre d'une colère, d'une émotion quelconque. C'est quelque chose qui est bien sûr prémédité. Il a été acheté, le scotch. Il a acheté la cordelette. Et il les a depuis plusieurs jours. Il entrave Béatrice. Il y a une gradation, on l'a dit. Et il va la placer dans cet endroit perdu où il est certain que les appels au secours ne seront jamais entendus. Il l'entrave complètement, il passe la corde autour de son cou et il l'a fait avec un nœud précis que les enquêteurs ont pu vérifier. Et donc tout ça, ce sont des gestes qui sont posés froidement, avec méticulosité. Une méticulosité sordide, évidemment, abominable, mais donc avec effectivement une préméditation, bien sûr. Dernière chose, un petit cours de droit belge. Donc il est condamné à perpète, plus 15 ans de prison supplémentaire si, à la fin de sa peine, donc je suppose que c'est 30 ans comme en France, le tribunal juge qu'il ne peut pas sortir, quoi. Oui, c'est une particularité. La peine qui a été prononcée par la cour d'assises est la peine maximale qu'il est possible de prononcer en Belgique. On ne peut pas aller plus loin. Et il faut comprendre que même lorsqu'on est condamné à perpétuité, on a la possibilité de demander une libération conditionnelle. On peut le faire après 15 ans, sauf s'il y a récidive, là c'est plus long. Et c'est le tribunal d'application des peines, c'est donc un tribunal spécialisé qui va à ce moment-là statuer. Je sais que Dutroux, on en parlait tout à l'heure, a fait déjà plusieurs demandes qui toutes ont été rejetées. On peut penser et même espérer qu'elles le seront ici également, compte tenu de son état qui n'est absolument pas améliorable, qui est incurable. Et donc, je dis ça, si vous me permettez, parce que moi je suis de ceux qui croient toujours en l'homme et qui pensent que, évidemment, il faut toujours pouvoir s'améliorer, se réaliser. Oui, vous êtes avocat de la défense aussi, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui, mais je suis pas un pénaliste, mais bon, ça m'arrive aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit aussi admettre que dans notre société, il y a quelques personnes, une part infime, fort heureusement, mais quelques personnes pour lesquelles on ne peut rien espérer, malheureusement. Donc, à l'issue de sa peine, quoi qu'il en soit, il fera 15 ans de plus. Oui, c'est-à-dire que si jamais il devait être libéré conditionnellement, le tribunal d'application des peines peut infliger encore, après la période de libération conditionnelle, 15 ans. Mais donc, on a ici une perpétuité qui commence à devenir une réalité. Merci infiniment, Maître Gavrois, avocat à Arlon, en Belgique, d'avoir accepté de débriefer cette histoire. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.